Bonjour Rémi. Bonjour Fanny. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, comment tu te sens avant de démarrer? Je suis un peu stressé là, je t'avoue. J'ai un peu peur de parler de moi. C'est un peu dur d'ailleurs. Ouais, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Plus là, tout à l'heure, j'étais en train de marcher, je me disais qu'est-ce que tu vas dire. Je me dis, est-ce que tu fais le mec genre hyper intéressant ou juste tu parles avec ton cœur? Et ça va être un peu des deux, je pense, parce que du coup, forcément, mon cerveau il va prendre le relais, mais en je vais essayer d'être le plus sincère possible. Est-ce que tu penses pas que de parler depuis ton cœur, c'est ça qui est intéressant? Oui, non, mais ça c'est clair. Mais du coup, je vais essayer d'être le plus sincère possible. Ah, ça voilà. C'est beau. Ouais. Alors, est-ce qu'en premier, tu pourrais te présenter, Rémi? Qui es-tu? Pas tant ce que tu fais, mais qui es-tu? Ça veut dire que j'explique pas mon métier, mais j'explique qui je suis moi. Ah ouais, on va commencer par ça. Ouais. Alors je m'appelle Rémi, j'ai 31 ans et si je pouvais me définir, je suis quelqu'un qui a décidé de faire ce qu'il avait envie de faire dans la vie. Ok. De dire non, j'ai envie de faire ça. Genre vraiment de choisir vraiment ce que j'avais envie de faire et que chaque choix, il avait un impact que sur moi et pas sur les autres. Incroyable. Du coup, voilà. Il y a eu un âge, un moment où tu t'es dit j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et de décider ou je réfléchis à ça là depuis que j'ai je t'avais dit 28, 29, 30 ans. Ouais. Pourquoi je faisais ces choix? Parce que forcément j'avais envie de faire les bons choix, donc j'ai vraiment réfléchi à pourquoi je faisais ces choix-là. Et avant je les faisais un peu instinctivement. Et je pense parce que je viens aussi d'une famille méditerranéenne où genre gros caractère et tout. Et je suis le dernier d'une famille de 3. Et en gros, du coup, j'ai grandi qu'avec des grands. Et du coup, je devais me faire ma place, entre guillemets. Du coup, j'ai toujours dit non, moi, je veux faire ça. Sinon, j'allais subir les choses et je voulais pas qu'on me laisse de côté. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment eu un caractère de me dire non, je veux faire ça et de choisir vraiment ce que j'avais envie de faire. Et du coup, depuis que je suis tout petit, je suis comme ça. Et il y a aussi un truc qui m'anime entre guillemets, mais qui me permet de faire les choix que j'ai envie de faire, c'est que j'arrive à enlever les autorités de leur piédestal. Ok. En gros, par exemple, mes profs, je me dis oui, enfin, en gros, t'es un mec normal, c'est juste que t'as un petit peu plus d'années que moi, mais en vrai, ça se trouve, je suis au même niveau que toi. Ouais. Tu vois, genre, je démystifie les gens. Tu l'as fait pour tes parents aussi? Ouais, pour mes parents aussi, ouais. Bah, mes parents très tôt. C'est marrant ça. Parce que vu que j'avais un grand frère et une grande sœur et que du coup ils ont eu une génération où d'un coup tu sentais qu'ils étaient plus évolués dans leur génération que nos parents comme d'habitude quoi. Et ben du coup je me suis plus fixé sur mon frère et ma sœur. D'accord. Comme des autorités de vie. Ok. Et mes parents c'était plus des autorités d'amour, tu vois, que ça. Et je pense que chaque personne, je me suis construit avec eux. Enfin, chaque personne a une lumière particulière dans ma famille et je pense que je l'ai un peu, tu vois, en moi. Et du coup je me suis construit par rapport à ça. Je pense ça. Ouais, voilà. Comment ça a été perçu du coup dans ta famille, enfin de ce que toi tu peux observer peut-être à aujourd'hui en regardant le passé, comment ça a été perçu que toi le petit dernier, tu décides de faire les choses, tu sois affirmé? Est-ce que ça a créé des choses par rapport à ton grand frère et ta grande sœur? Bah ils étaient trop fans de moi quoi. Ils étaient trop contents. Ouais, tout le monde avait toujours été hyper fier de moi. Et en plus moi j'ai été toujours j'ai beaucoup redoublé, j'ai beaucoup fait j'étais vu que j'ai été beaucoup couvé, genre j'avais pas beaucoup de responsabilités, donc j'ai toujours été le mec qui faisait ce qu'il voulait parce que de toute façon il y avait toujours les autres qui géraient pour moi. Et du coup en gros ça m'a créé une liberté d'esprit qui m'a fait du bien. Et je pense que en fait quand t'as cette liberté d'esprit là, tu fais les bons choix parce que t'as pas peur de choisir, parce que t'as aucun impact sur les autres quoi. Donc tu fais ce que t'as envie de faire. Ouais. Et après ma sœur elle a 10 ans de plus que moi, mon frère elle a 5 ans. Du coup ils sont quand même un peu plus grands que moi, comme on a quand même des grands écarts. Du coup, il y avait un truc de solitude en mode péjoratif, mais de truc que je me construis moi et moi. Ouais. Et je sais que je suis épaulé, mais pas genre juste avec mon frère et ma sœur et genre un impact sur eux. C'est genre merci de m'avoir donné ça, maintenant je fais ce que je veux. Ouais. Et du coup, il y avait vraiment ce truc quoi qu'il se passe, j'aurais un filet, mais de toute façon, ça aura pas d'impact sur eux. Et eux, ils sont hyper contents, ma famille est hyper contente et tout. Ils ont eu peur forcément. Parce que j'étais un peu déluré dans leur tête, alors qu'en fait pas du tout hein, mais c'est sûr que de l'extérieur, en plus moi je viens d'une famille, enfin vu que je fais de l'art, je viens d'une famille qui est pas du tout artistique et du coup pour eux c'était hyper bizarre, mais ils m'ont toujours hyper fait confiance, du coup ça a été toujours trop cool quoi. Ouais. D'ailleurs tu dirais que qu'est-ce qui a fait qu'ils t'ont fait confiance? Est-ce que c'est parce que toi tu faisais confiance au process et que du coup ça les rassurait même si t'étais beaucoup plus jeune, tu vois? Je sais pas, c'est une drôle de question ça. Franchement, j'ai jamais pensé pourquoi ils m'ont fait confiance. Parce qu'ils m'aiment, je pense. Et puis qu'ils savaient que de toutes les manières, ils seraient là et puis que quoi que je fasse, en fait, ils m'ont pas fait confiance sur ce que j'allais faire. Ils ont fait confiance à leur amour plus qu'à autre chose, je pense. Ah.
Tu vois, ils ont fait confiance, de toute façon, on l'aimera et on l'aidera. Quoi qu'il fasse, et même s'il se trompe toute la journée. Et du coup, ça m'a peut-être donné un sorte de confiance en moi, où je me disais de toutes les manières, je vais y arriver. Enfin, que j'y arrive ou pas, en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait mes choix. C'est que je faisais pas des choix pour y arriver, je faisais des choix parce que j'avais envie de les faire. Il y avait ça, je pense. C'est vachement intéressant. Et tu sais, je fais le parallèle quand t'es dans une relation. Parfois, on peut se dire, je lui fais confiance, je lui fais pas confiance. Tu vois, le terme de la confiance, elle est extrêmement importante. Et il y a un truc où moi, je me suis rendu compte, tu vois, dans mes expériences personnelles, que j'avais vachement de mal à faire confiance à l'extérieur. Mais en fait, c'est parce que je me faisais pas confiance. Et ce que tes parents ont fait bien sûr, de ce que tu dis et de ta lecture, c'est qu'ils ont fait confiance à l'amour qu'ils te portaient, mais qu'ils n'ont pas externalisé cette confiance, que du coup tu l'as ressenti et que ça t'a donné confiance. Alors que peut-être s'ils avaient confiance en toi plus qu'en leur amour, peut-être que toi ça t'aurait mis une forme de pression. Ah ouais, c'est sûr. Tu vois, genre il faut que je réussisse, il faut pas que je brise la confiance, etc. Et ça aurait pu te faire chavirer. Et je trouve ça tellement intéressant. J'en ai des frissons même, tu vois, parce que c'est. Oui, c'est exactement ça. Et en fait aussi le fait que vu que j'étais un peu. En fait, c'est marrant parce que je suis en train de décortiquer depuis quelques années tout ce qui faisait, pourquoi je suis arrivé à ça et tout. Et vu que le fait que je redoublais, que je faisais des erreurs, que je me trompais tout le temps et que rien n'avait changé, et ben du coup, je pouvais faire ce que je voulais. Ah ouais, j'avoue. Comme si tu testais leur amour d'une certaine manière. Regarde, je me plante. Vous m'aimez encore? Vous m'aimez encore, c'est bon. Sans m'en rendre compte, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, inconsciemment. Et puis, après, moi, j'ai un gros caractère, je suis hyper solide et tout dans ma tête et je me dis de toutes les manières, je ferai ce que je veux. Et j'ai aussi appris beaucoup à me construire tout seul, tu vois. Et c'est marrant que là tu parles d'amour, tu dis la confiance de l'amour. En fait, enfin, je parle beaucoup avec je prends un temps parce que c'est un vrai sujet hyper. Mais c'est un vrai sujet, un vrai. Bien sûr, en gros, comment dire, l'amour, c'est genre, je me suis rendu compte que les relations même affectives avec tes amitiés, etc. Si tu aimes, en fait, en gros, moi, j'ai l'impression que toutes les névroses viennent comment dire, d'une frustration affective. Et du coup, si tu aimes parce que t'as besoin d'aimer, c'est pas bon. Et du coup, si tu comment dire, si tu aimes alors que t'as pas besoin d'aimer, mais tu aimes parce que t'as envie parce que là t'aimes bien, et ben ça veut dire que c'est un amour pur parce qu'il est pas comment dire, il vient pas combler quoi que ce soit. Il vient pas combler quoi que ce soit, c'est juste du plus, quoi. Je pense que l'amour, ça doit être du plus et c'est pas juste c'est pas un truc que t'as besoin parce que sinon ça va être biaisé forcément. Et je pense qu'il y avait ça aussi dans ma famille parce que puis après les familles c'est hyper animal et tout donc de toute façon tu aimeras quoi qu'il se passe. Mais même si tu sais, des fois on peut entendre genre mon père il m'aime pas ou machin il m'aime pas ou il m'a renié ou machin, mais c'est parce que c'est un truc de frustration affective parce qu'il y a de l'amour, tu vois, forcément dans le truc. Donc c'est toujours une question d'amour mais pas placé au même endroit. Et je pense que à partir du moment où t'aimes, il y aura pas de souci, quoi. Mais si c'est pour combler un truc, ça sera pas bon, quoi. Non, mais c'est clair. Et du coup, comme tu disais, c'est un peu touchy pour toi. En tout cas, c'est un sujet important. C'est parce que t'as vécu quelque chose qui t'a montré ça, en fait. Non, c'est touchy parce que justement, là, c'est un podcast pour les hommes et les hommes parlent beaucoup de ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais touchy, non, pas du tout. Mais moi, je suis hyper en calé avec toutes mes relations d'amitié et de tout, tu vois. Et puis vu qu'aussi j'ai aussi ce truc là, ce truc de dire je fais ce que je veux, j'ai aussi ce truc là qui transparaît dans ma personnalité, genre quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais j'ai beaucoup envie, j'ai quand même été élevé dans une famille de beaucoup d'amour, de respect, de partage, etc. Donc j'aime beaucoup les gens, genre vraiment et tout. Mais si j'ai pas envie, je dis là ça me saoule et voilà quoi. Mais j'ai pas et les gens ils sont ok avec ça. Il y a pas de parce qu'ils savent comment je suis. Ils t'aiment en fait dans ton entièreté et du coup ça fait que toi tu te sens aussi aimé et valorisé. Et en effet, si quelqu'un par contre veut essayer de te formater, c'est la personne qui se casse les ailes, quoi, tu vois. Ouais, non mais c'est clair. Et mais après en vrai moi j'ai pas eu de soucis d'amitié ou des trucs comme ça, j'ai juste enfin tout se passe bien. Enfin de toute façon quand t'es dans la sincérité, ça se passe bien. C'est quand il y a des petits trucs un peu qui est chelou, du coup ça crée des gens, genre par exemple moi je fais jamais la tronche. Genre je sais pas, genre je dis ça me saoule ça. Mais après genre mais je t'aime trop, mais ça m'a saoulé, tu vois. Et genre ça passe, tu vois. Alors que les gens qui sont là, qui veulent créer un sort de poids moral sur les gens parce que ils ont envie de tester l'amour de l'autre pour te dire est-ce que tu m'aimes vraiment, je vais te faire la gueule, nanana. C'est chiant, quoi. Non mais c'est clair. Allons droit au but. Allons droit au but. Et si t'as confiance et si c'est un amour et que t'es sûr, ça marchera. Il y a pas besoin de faire galérer les gens autour de toi. Et voilà, quoi. En quoi d'autre t'as confiance?
c'est horrible de dire ça, mais franchement, j'ai plutôt confiance en moi, dans mes trucs, dans ce que je fais. Mais c'est marrant ce truc-là d'avoir confiance, parce que genre, je peux parler genre 2 secondes de mon travail. Ah mais bien sûr. Pour dire que en gros, moi, j'essaie de quand j'ai fait mon mémoire d'archi, tu sais, je t'avais dit que en gros, je voulais créer des architectures qui durent dans le temps, parce j'avais un sentiment que les choses se renouvellent trop et que en fait, on parle trop de la mode, etc. Et enfin que en gros les architectures elles durent pas dans le temps parce qu'elles sont les besoins architecturels qu'on a qu'on demande par exemple en 2023, ça crée une architecture avec tous les codes par exemple d'une maison en 2023 avec des baies vitrées, etc. Et genre en 2100 on voudra plus de cette maison comme on veut pas aujourd'hui des maisons de 1950, tu vois. Et en gros du coup de créer des architectures un peu intemporelles. Et du coup, j'ai essayé de créer toutes ces architectures-là par rapport aux maths, parce que les maths, c'est le seul truc qui va pas bouger, vu que c'est intemporel. Et en gros, j'ai le plus confiance dans les maths. Du coup, je sais que dans ce que je vais faire, même si je fais pas des maths et tout, mais je sais que les choses qui vont pas bouger, c'est les choses où je peux avoir confiance. Comme l'amour de mes parents, je sais que ça bougera pas. C'est comme des maths, tu vois, pour ce truc-là. C'est comme ta base, en fait. En tout cas, c'est au moins ton point de repère. Et toi, ça te permet de même partir à gauche, à droite, en spirale, en haut, en bas. Ouais, voilà, c'est ça. T'as ta base. J'ai la base qui bougera pas. Et en fait, et du coup, l'intemporalité des maths que j'applique dans mes dessins et dans l'architecture ou etc. Je sais que au moins ça, quand je fais ça, c'est comme un refuge de stabilité. Et après, je peux essayer de faire des trucs dans tous les sens et tester. Et du coup, je sais que j'ai confiance en certains dessins que je fais. Même des fois, tu sais, il y a des dessins qui plaisent moins que d'autres, mais je sais que ce dessin, ça se trouve dans 20 ans, ça sera un dessin de dingue parce qu'il a été fabriqué d'une façon où il peut pas être ancré par rapport à une mode. Il est fabriqué par rapport à quelque chose d'intemporel et du coup, il aura toujours cette valeur-là. Parce que c'est une valeur mathématique et c'est pas une valeur d'émotion à un instant d'une génération, quoi. Et du coup, vu que j'ai ce mindset-là, du coup, je suis hyper confiant dans ce que je fais. Je pense que j'ai confiance. Après, j'ai pas confiance dans plein de trucs. Forcément, je sors de ma zone de confort tout le temps. Mais vu que j'ai cette base-là, comme mes parents, vu que j'ai cette base-là, c'est comme si je m'étais créé des nouveaux parents avec les maths. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Non, mais carrément. Et du coup, voilà. C'est hyper intéressant et peut-être, enfin de ce que je ressens en tout cas, c'est peut-être aussi que tu as besoin de cette base stable parce que je sens que ton cerveau il peut aller partout, tu vois, et que tu pourrais te perdre. Oui, complètement. En fait. Et c'est presque comme si tu avais mis en place consciemment ou inconsciemment, là tu le mets en conscience, mais peut-être qu'au début c'était peut-être pas conscient, pas du tout, de stabilité pour que au lieu de faire 15 fois le tour sur toi-même ou de partir à gauche, à droite, etc., t'es venu au fait créer un mécanisme qui venait reproduire la confiance en effet en l'amour de tes parents ou en une forme de stabilité pour apaiser ton mental en fait. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Ouais. Bah, en gros, quand un projet artistique, et c'est marrant parce que l'art, on croit que c'est fait pour les artistes, mais enfin l'art c'est pour tout le monde. Enfin c'est pas tout le monde est artiste. Comment tu marches, t'es artiste, tu vois. Enfin genre si ta démarche elle est comme ça, c'est parce que t'as créé un truc, donc ton concept il est comme ça, donc t'es forcément. Moi j'aime pas dire je suis artiste ou machin, parce que je trouve que c'est trop large, puis ça veut rien dire. Mais tu vois quand tu fais un projet d'art ou un projet d'architecture, on part d'une contrainte pour créer un projet. Et si t'as pas la contrainte, et cette contrainte-là, c'est ta stabilité. Tu sais que ça bougera pas. Et après, tu peux moduler autour. Et si t'as pas ce truc-là, tu vas faire n'importe quoi. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut choisir vraiment ce que t'as envie de faire et être sûr de ce que t'as envie. Et vraiment se comprendre. Et à partir de ce moment-là, tu peux composer autour. Si tu sais pas et que tu cherches un peu dans tous les sens, et après tu recommences à nouveau, et puis tu recommences à nouveau, bah, ça marche pas. En fait, enfin, je pense que tu te perds, quoi. À un moment donné. C'est trop intéressant parce que tu viens de dire que tu pars d'une contrainte pour créer un projet. Et moi qui accompagne des personnes, bah tu vois, le projet, on pourrait dire que c'est leur réalisation personnelle et les obstacles de la vie, les choses qui ont été difficiles à digérer, ça pourrait être les contraintes. Et je dis toujours que proportionnellement à la contrainte ou à l'expérience dite négative, ressentie négative ou même au trauma que tu as vécu, tu as proportionnellement la même lumière et la même possibilité de créer des choses incroyables. Et ça m'a marqué que tu parles de contrainte projet. Enfin, tu vois, c'est la vie en fait. Ouais, c'est clair. Bah sinon on te lâche dans l'univers, on dit vas-y crée un truc, bah tu sais pas par où commencer, quoi. Et du coup c'est au moins c'est plus clair dans ton cerveau. Et en fait c'est comme toi, le cerveau, il met des trucs de côté pour que tu ailles plus vite en avançant et il te fait oublier des choses et tout. Bah là, c'est pareil. Tu viens à l'essentiel. Et c'est pour ça l'art abstrait. En fait, l'art abstrait, ça vient de là, je pense. C'est de créer juste la contrainte et d'aller dans l'essentiel des choses et de créer juste une émotion et pas juste parce que la figuration, c'est vraiment un instant T de l'histoire, alors que l'art abstrait, c'est un truc plus intemporel, quoi. Et du coup, c'est une contrainte et du coup, t'en crées un projet plus fort. Puis aussi, et en parallèle, en off, tu me partageais, on parlait de la chance.
Et je sais pas, c'est revenu là ce mot dans ma tête et je me dis ce serait quoi toi la définition de la chance quand quelqu'un dit j'ai de la chance, mais tu sais une chance profonde, pas comme ce qu'on disait oh je tombe par hasard sur quelque chose, mais vraiment genre j'ai de la chance avec la notion de gratitude qui est derrière. Toi c'est quoi ta définition de la chance? Je sais pas, c'est dur. C'est large comme mot. Non, mais moi je disais que j'ai de la chance parce que là j'ai des projets qui se développent et alors que ça fait pas très longtemps que je fais ça et que ça plaît plutôt bien. Enfin en ce moment, hein, peut-être que ça va s'arrêter à un moment donné. Et du coup, vu que je suis aussi dans cette mindset-là de me dire que peut-être qu'à un moment ça va s'arrêter. Du coup, je me dis bah kiffe le plus possible et on verra si ça s'arrête. Mais généralement, je pense que c'est ça qui fait avancer aussi. Et la chance, je sais pas, c'est que le travail que tu fais il paye quoi en gros, c'est peut-être ça je pense, et que les gens ils trouvent ça cool. Et après je sais pas, tu vois, je dis de la chance mais après on a dit ouais mais en même temps ça se provoque. Et moi je pense que j'ai de la chance par rapport à mes parents plus qu'au reste quoi, et à ma famille, tu vois, genre vraiment c'est un truc où tu te dis putain la chance que j'ai, c'est quand même dingue. Et mes parents, et tu vois, ils m'ont pas appris parce que je connais plein de gens et tu sais ils sont hyper cultivés et tout, et appris à faire, comment dire, ils leur ont montré des choses et tout, etc. Mes parents m'ont montré aussi beaucoup de choses dans leur culture et tout machin, mais ils m'ont appris à apprendre plus qu'à, tu vois, la différence entre apprendre quelque chose et apprendre à quelqu'un. Et ils m'ont dit bon bah moi je sais pas ça, donc va là-bas. Et va te faire ton propre truc, mais va là-bas. Tu vas aller là, bon, ok, va là-bas. Et après, bon, il y a des moments où tu sentais qu'il y avait des limites aussi dans les endroits où ils pouvaient m'emmener. Du coup, je leur dis, je forçais, je dis non, mais maintenant je vais m'en. Et en fait, à partir du moment où ils m'ont créé le fait d'apprendre, d'apprendre à apprendre, et ben j'avais la force de pouvoir faire ce que je veux, quoi. Et enfin voilà quoi, juste ça. Et du coup, je pense que c'est ça ma plus grande chance que j'ai eue dans la vie. C'est magnifique la relation que t'as à tes parents. En fait, à quel point il y a énormément d'amour et de gratitude en fait d'être né dans cette famille, à cette place-là, à cette époque-là, avec ces parents-là et cet héritage-là. Je trouve que c'est un message d'amour qui est incroyable et waouh. Non mais en vrai c'est grave cool. Mais après aussi mon frère et ma sœur, c'est pareil, c'est comme mes parents, mais enfin quand je dis mes parents, c'est mes parents, mon frère, ma sœur, mes grands-parents. Et mes cousins et tout, tu vois, genre chaque personne, tu sens qu'il y a un truc la famille d'une manière générale. Vu que enfin t'apprends de chaque personne, tu vois, vraiment, et vu que c'est des gens qui sont avec toi tout le temps, c'est fou quoi. Puis ils te protègent beaucoup, donc c'est quand même un truc de dingue quoi. C'est vraiment, et je pense que si j'avais été le premier, peut-être que ça aurait pas été la même chose. Ou le deuxième, ça aurait pas été la même chose. Vraiment, je me rends compte que c'est vraiment genre une alchimie qui a fait que, bah, à cet instant-là, je suis arrivé là, et du coup, a fait que, du coup, je suis là. Peut-être que je serais arrivé 3 ans avant ou 3 ans après, ça aurait pas été pareil non plus, quoi. Mais exactement. Donc, d'ailleurs, tu penses que c'est quoi ton rôle sur Terre? Elle est pas facile, cette question, mais tu crois que tu sers à quoi? Bah, c'est marrant parce que je me pose beaucoup cette question, parce que pour faire de l'art et tout, faut un peu avoir un peu le melon, quoi, je trouve. Enfin, pas le melon, mais un truc, un truc pour se dire bah moi je vais créer des trucs les gars, tu vois, faire un peu mais je pense que j'ai trouvé ce que j'avais envie de faire quand je faisais mes études d'archi. Moi je savais que quand j'étais petit, je me dis moi j'ai envie de kiffer, de rire tout le temps, m'amuser quoi qu'il se passe, créer des moments de joie avec les gens et tout. Et à un moment en fait tu peux pas comment dire, après je vais revenir à ta question. Non, vas-y. Tu peux pas compter tout le temps sur les autres. Enfin tu vois ce que je veux dire, il y a un moment où tu peux pas avoir besoin tout le temps des autres. Il va falloir que tu te trouves un refuge pour que quand tu sois avec les gens, tu profites des gens, mais quand t'es sans eux, t'es pas en manque d'eux. Ouais, et que tu honores ce truc de j'ai envie de kiffer, exactement. seul. Ouais, exactement. Et genre moi je sais que le dessin ou l'art ou quand je conçois des trucs, c'est mon moment à moi et je pourrais faire que ça. Je pourrais avoir personne autour de moi toute ma vie, je pourrais faire que ça, tu vois. Je pourrais on me dirait là, tu vois plus personne, mais tu fais que dessin jusqu'à ta mort, ça m'irait, tu vois. D'accord. Mais du coup, je sais que quand je vois les gens, c'est comme un plus, c'est comme l'amour, tu vois. C'est exactement ça. J'avais exactement ce parallèle là dans la tête. Et du coup, je suis vraiment genre, je suis là. Bon, alors c'est un kiff, trop bien, je vais être avec les gens. C'est pas genre, j'ai besoin de voir du monde et tout, nanani. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu plus une amitié ou des amours plus purs, quoi.
Et du coup le truc et du coup je me suis un peu rendu compte de ça dans mes études d'archi, parce qu'en Belgique en gros on nous demande de faire une théorie d'architecturale pour notre mémoire et après de faire un projet dessus. D'accord. Et du coup ça nous a fait franchement de mettre dans nos rétrospections de ce qu'on avait envie de faire. Déjà le choix de faire de l'architecture ou de l'art, etc. Bien sûr. C'est déjà un choix du cœur forcément, enfin aussi un peu des maths et tout machin, mais tu vois genre il y avait ce truc aussi de l'art et l'architecture, c'est pas pareil. L'architecture on a l'impression que c'est un peu le truc un peu plus raisonné que de faire de l'art, c'est vrai. tu vois. Ouais, c'est vrai. Et parce que c'est beaucoup tu peux avoir un métier plus simple, voilà. C'est carré quoi. alors qu'en fait l'art c'est de l'architecture c'est de l'art, comme du design, comme de tout, enfin ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Et du coup quand je me suis dit architecture un peu plus cartésien, et en même temps j'avais envie de faire des projets un peu plus énervés, plus grands, plus tu vois impactants, tu vois. Et quand j'ai fait mon mémoire sur le truc temporalité, tu vois, je suis arrivé là-dessus parce qu'à la base, je suis parti d'une histoire mais qui est bête, qui est débile en vrai, mais c'est que je me disais quand t'es petit, quand tu te mets sur ton canapé, t'es genre tu te mets pas assis, tu te mets dans n'importe quel sens, tu t'allonges, tu mets les pieds en l'air, machin et tout. Mais parce qu'en fait, déjà, ok, tu sais qu'il faut t'asseoir, mais tu en as rien à foutre parce que tu es plus en corrélation avec tes sensations. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant, dans l'architecture, on nous dicte beaucoup ce qu'on doit faire. Tu vois, genre, bah là, tu dois t'asseoir là tu dois aller aux toilettes là, le lit c'est là-bas, et machin. Puis pour quelqu'un, je fais une parenthèse, mais pour quelqu'un qui décide ce qu'il veut faire, etc., ça devait être sympa. Ouais, et du coup, j'étais là, bon, ok. Et du coup, et du coup, j'étais là, moi, quand j'étais petit, je foutais un peu le bordel, je t'avoue. Et du coup, je me suis dit, mais j'aimerais bien retrouver ça dans l'architecture. En fait, mon enfance, enfin, pas mon innocence, mais le choix que j'ai envie de faire. Qu'on arrête de me dicter ce que j'ai envie de faire chez moi, quoi. La spontanéité. Mais en fait, là, ça fait un peu le gars qui en fait qu'à sa tête, mais c'est plus une question d'ouverture d'esprit aux choses. Bien sûr. Et j'ai l'impression en faisant ce mémoire-là, que j'ai trouvé ma mission d'architecte, en me disant, créer des choses qui libèrent l'esprit de l'éducation des gens, et du coup qui les met dans leur vrai sentiment de vie quand ils ont envie de vivre les choses, et toujours tout en créant des émotions par rapport à des lieux et tout, toujours qui est quand même un choix d'architecte et tout dans les choses, mais que la personne vive le lieu comme il a envie. Et du coup j'ai l'impression j'ai envie de donner le choix aux gens. C'est peut-être ça ma mission, tu vois. C'est peut-être donner le choix aux gens, quoi, que moi j'ai eu. Et il y a même encore un point que je relierais en fait à l'enfant intérieur, parce que tu as parlé d'intemporalité, et puis tu sais, les gens ils veulent pas vraiment vieillir, quoi. Il y a ce truc je voudrais être comme ça en bonne santé toute ma vie et je meurs jamais, etc. Et comme toi tu as une énergie très enfantine à la fois, tu vois, dans un corps d'adulte et avec des idées d'adulte, etc. Mais on sent que tu es très connecté à ton enfant intérieur. Je trouve que ça a un lien direct avec la notion d'intemporalité. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme si on peut même avoir 80 ans, mais on se connecte à notre choix spontané d'enfant. Ouais, exactement. C'est exactement. Mais c'est marrant que tu me dis ça, parce que la dernière fois, je mangeais, je sais plus, il y avait mes neveux, ils avaient genre un yaourt, tu sais, pour les enfants, tu vois, genre c'était un Nesquik, mais tu sais, et puis je me dis trop bon, tu vois, je les adore, je kiffe, je le mange, tu vois. Et ma mère a fait, mais c'est pour les enfants, ça. Je dis, trop bizarre de dire ça. C'est clair que c'est bizarre. Yaourt, c'est un yaourt. T'aimes bien. Non, mais comme alors c'est bourré de sucre, c'est vrai. Ouais, non, mais en plus tu dis genre on a créé des trucs pour les enfants et pas pour les gens, mais moi je suis un humain pareil, j'ai envie de manger ce que j'ai envie de manger, tu vois. Ah ouais. Et puis même, tu vois, des gens, il y a des trucs de trucs de vieux que j'ai envie de faire, quoi, tu vois. Parce que je trouve ça hyper intéressant. Et genre hyper intellectuel et tout. Et c'est peut-être aussi pour ça que je disais que je déconstruis l'autorité des adultes. Parce que aussi j'ai grandi avec des adultes, tu vois, et que je suis resté enfant très longtemps, vu que j'étais le dernier entre guillemets, quoi. Et du coup je suis là, n'importe quoi en fait. T'es juste un mec qui fait le grand, mais en fait t'es un bébé comme tout le monde, quoi. Et du coup c'est peut-être ça aussi qui me dit que je vois les gens à mon égal, quoi. Comme moi les petits, je leur parle comme si ils avaient mon âge. Genre mes neveux, je leur parle normalement. Genre je suis t'es pas en mode gaga. Vas-y, non. Et du coup, j'ai un peu ce truc-là, mais ça déroute les gens en vrai. Ça déroute les gens parfois. Mais c'est la spontanéité qui déroute les gens, parce que je crois qu'en grandissant, tu sais, tu deviens responsable, et donc responsable, ça veut dire souvent sérieux. Ouais. Et en fait, non, tu peux faire les choses sérieusement sans te prendre au sérieux. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux être extrêmement spontané. Et là où je te rejoins, c'est que tu dis, tu t'adresses en effet aux plus jeunes comme s'ils avaient ton âge. Et tu disais aussi que très tôt, en fait, t'as déconstruit la forme d'autorité. Et donc, c'est ce qui te permet très certainement aussi d'avoir des interactions avec des personnes qui ont 2 fois ton âge ou qui gagnent 100 fois plus que toi, sans être challengé par ça. Parce qu'en fait, t'es toi, t'es Rémi, et c'est
comme si dès le début, tu avais ressenti que ton âme, elle était intemporelle et que peu importe l'âge de ton corps, tu vois, c'est comme je ressens ça en fait. Oui, non, mais c'est un peu ça. Après, il y a aussi le fait que je peux cette confiance-là, c'est que vu que j'ai trouvé ce que j'avais envie de faire, je suis plus perdu. Je me dis, en fait, quoi qu'il se passera, au moins, je sais que moi, j'ai envie de faire ça, je le ferai tout le temps. Comme le truc des dessins, je sais que je l'aurai toute ma vie. Et du coup, je me dis, quoi qu'il se passe, je ferai mes dessins. Et au pire, si quelqu'un me saoule, ben, je ferai mon truc et puis ça marche pas là, ça marchera ailleurs. Et je sais que ça marchera parce que ça touche les gens. Enfin, je sais pas, enfin, j'attends pas des gens, mais je sais que moi, j'ai trouvé, ce que j'avais envie de faire, quoi, en fait. Créer des trucs, ça me fait délirer. Et voilà. Mais je pense que tout le monde a ce truc-là, de créateur, d'artiste en lui, entre guillemets. Ouais, pour moi, on est tous créateurs de sa vie. On l'exprime juste différemment, en effet. Oui, c'est clair, Mais on a tous ce truc-là. Parce qu'on est tous un enfant à l'intérieur de nous. Ouais, carrément. Et qu'un enfant, il crée. Quand tu lui laisses du temps et de l'espace. Parce qu'en effet, si t'es tout le temps sur un écran, etc., c'est un peu difficile pour lui de créer. Mais moi, je me rappelle dans l'enfance où je disais, je m'ennuie. Bah, moi, en fait, les parents disaient, ennuie-toi, en fait. C'est ennuie-toi et invente des choses. Et j'ai inventé des choses incroybles quand j'étais petite. Clair. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Donc mais moi on aussi, a je m'ennuyais beaucoup et j'étais là, j'ai envie de faire ça et. Bah ouais. Et ouais, exactement. Mais tu vois, genre, on parle d'enfance, mais c'est pas l'enfance dans le sens puéril, c'est dans le sens plus pur, tu vois. Toi, dans la sorte de pureté qui est pas intoxiquée par ce qu'on vit. C'est plus ça l'enfance qu'on parle entre guillemets. Pour les interlocuteurs. T'as kiffé avoir un micro, hein. C'est clair. J'adore. Mais en vrai, carrément, il y a ce truc de, en fait, c'est le truc d'abstraction. Tu vois, une peinture abstraite, c'est un peu une enfance, quoi, qu'on recrée. Et il y a ce truc-là, et dans l'architecture, et moi, j'aimerais bien, entre guillemets, créer des architectures abstraites, et c'est créer un truc où tu dis, en fait, de développer l'imaginaire, quoi, de créer quelque chose de ludique. Et quand tu crées un truc ludique, et qui crée de l'imaginaire, et que les gens, en fait, créent dans leur cerveau leur propre vécu, enfin, leur propre vision, et ben, du coup, ils se font confiance à eux, parce qu'en fait, ils sont en adéquation avec eux-mêmes par rapport à ces trucs-là. Et ils sont pas genre jugés par rapport à ce qu'ils voient. Ils disent pas je comprends pas. Ils sont juste là, tu vois. Et je me suis dit aussi, imaginons que on vivait dans un monde où toutes les choses n'avaient pas de valeur genre générationnelle, genre donc à la mode, mais que des choses intemporelles. Même, tu vois, en plus après c'est aussi notre époque de dégenrer tout en gros. En gros, c'est comme si tu dégenrais tous les objets, toutes les formes, etc. Qu'est-ce que ça donnerait comme personnalité? Parce que du coup, les gens ils seront plus névrosés par leur vécu, tu vois, ou par leur classe sociale, ou par machin, tu vois. Donc tu sais, ça peut partir très très loin, ce genre de truc, tu vois. C'est vraiment genre un point, enfin un épicentre d'un truc qui peut aller très loin et de créer vraiment, enfin son âme entre guillemets. Enfin, c'est un peu pompeux comme mot, mais genre, en gros, c'est ça, quoi. Merci Rémi d'avoir partagé ça parce qu'en fait, ce qui me vient, tu vois, la première réaction que j'ai eue, c'est mais si on dégenre tout, si on rend les choses intemporelles, comment est-ce qu'on va tous être pareil? Tu sais, est-ce qu'on va tous être homogènes? Ouais, mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est toute la difficulté de mon mémoire. C'est que quand je disais que j'enlevais en gros ça s'appelle le programme et c'est la fonction de l'architecture. Je disais si c'est pas un logement ni une école ni une piscine ou etc. et que du coup c'est juste une architecture et on sait pas ce que ça va donner. D'accord. Du coup je savais pas quelle forme j'allais faire. Donc il y a beaucoup, en fait mon mémoire s'appelle les formes pérennes. Pourquoi cette forme-là elle est intemporelle et pas d'autres? Et du coup je disais en gros ce qui est compliqué c'est qu'il y a des architectes qui font ça, ils vont faire un bâtiment un peu générique moyen entre guillemets qui va répondre un peu à tout. Et du coup tous les bâtiments vont se ressembler. Donc, tu pourras les implanter partout. Et du coup je me suis dit non, il faut s'ancrer quand même sur des choses pour créer ces formes-là. Et les seules choses qui allaient rester c'était du coup le lieu et du coup les formes du lieu. Et après tu peux choisir par rapport à la lumière et du coup par rapport où t'es placé dans le monde géographiquement tu pouvais créer une architecture qui allait être en adéquation avec le lieu autour de toi et du coup en gros les seules choses qui allaient nous dicter la vie c'est les formes de la nature quoi. Et donc il y a aussi maintenant on peut plus le faire maintenant parce que maintenant il y a beaucoup d'architecture, enfin je veux dire il y a de l'histoire partout et tout, donc il faut se confronter aussi à ça. Il y avait aussi du coup je parlais de la trame, tu vois, genre des mesures mathématiques. D'accord. Et je disais aussi la matière et du coup les trames pouvaient me créer quelque chose de poétique et la
matière pouvait me créer aussi une valeur poétique. Et du coup, le lieu pouvait aussi créer une valeur poétique. Donc, je pouvais gérer avec ces trois choses-là pour créer une architecture qui est ancrée dans un lieu et du coup, qui a une forme particulière par rapport au lieu et du coup, en même temps, qu'on peut vivre dedans. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus, c'était pas juste on enlève tout. C'était on enlève tout, mais on doit recréer avec quoi? Tu vois, mais on enlève l'éducation pour créer avec des choses qui vont devenir intemporelles. Mais du coup, il y aura forcément quelque chose qui va dicter quelque chose, mais pas au détriment d'une valeur émotionnelle par rapport à la société, plus à une valeur genre de forme et de sensation par rapport aux éléments, quoi. Mais c'est ouais et en fait en t'entendant parler et donc c'était aussi l'autre pan de la réflexion, c'est ça va être tout homogène ou au contraire, et donc là ça me confirme ce ou au contraire, c'est qu'à partir du moment où au contraire tu déprogrammes ce qui vient de l'extérieur, et tu peux te concentrer sur qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi et au contraire peut-être ça devient des espaces où chaque personne peut révéler son unicité et où naturellement c'est l'humain avec son âme, sa mission de vie qui vient s'exprimer plus que ce que l'on voit à l'extérieur qui nous dit qui l'on est, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, comment on doit se comporter, qui on doit aimer, etc. quoi. Non mais c'est marrant que tu dises que ça vient de nous parce que en gros non mais le parallèle avec l'architecture il est fou parce que en gros il y a deux grandes visions d'architecture, ça s'appelle le formalisme. Donc la formalisme c'est la fonction suit la forme. D'accord. Donc en gros il y a une forme architecturale et tu mets une fonction dedans. Donc la forme par rapport, tu vois par exemple il y a des architectes qui font des formes un peu comme ça en freestyle et du coup tu mets une fonction dedans. Donc tu transformes la fonction pour que ça se mette dans la forme en gros. Et il y a un autre truc qui s'appelle le fonctionnalisme, c'est la forme suit la fonction. Donc ça veut dire qu'il y a une fonction et la forme elle découle de cette fonction là. Et en gros, quand j'ai fait mon mémoire, il y avait une troisième visée qui s'appelait l'esthétisme. C'est des architectures esthétistes, mais rien à voir avec l'esthétisme, genre la beauté, quoi. Enfin, un peu aussi en même temps. Enfin, ça vient de l'esthète, quoi. Et en gros, c'était que les formes de l'architecture viennent de sa propre forme. Du coup, en gros, c'était genre de se dire toutes les formes de l'architecture vont être en corrélation avec sa propre forme à elle. Donc, par exemple, si c'est un rond, il va avoir plusieurs ronds et du coup, les mesures va avoir une rythme, une mesure, etc. Du coup, l'architecture va avoir vraiment une harmonie par rapport aux mesures et aux formes. Sauf que le problème, c'était d'où vient la première forme. C'était ça le truc. La première forme, elle venait du coup du lieu et de tout ce que j'ai expliqué avant. Et du coup, après, j'ai commencé à composer avec ces choses-là et du coup ça part de soi, l'architecture partait de soi et du coup vu que c'était quelque chose de vierge mais en même temps avec une sorte de charme par rapport à son truc là et par rapport au lieu, et ben du coup t'arrivais dans un univers qui était propre à lui-même et du coup à qui tu pouvais injecter ton univers à toi. Donc c'était vraiment et puis quand t'arrives dans ce genre d'atmosphère là, et ben ça a un impact sur toi forcément. Mais oui. Donc en fait, et c'est en ça que l'architecte a un impact sur l'émotion et sur la société de ouf, tu vois. C'est magnifique. J'ai eu les larmes aux yeux. Je vais te dire pourquoi, parce que quand tu as parlé d'esthétisme, il faut que je te confie quand même que moi je voulais être esthéticienne. Ah oui, OK. Quand j'étais plus jeune. Je l'ai pas fait parce que mes parents voulaient que je fasse des études, etc. En fait, ça m'a énormément touchée parce que du coup, par rapport à ton approche via l'architecture, je comprends encore mieux ce que je fais, mais je comprends aussi pourquoi je voulais être esthéticienne sans le comprendre. Et que pour moi, je révèle, aujourd'hui en tout cas, je révèle la beauté intérieure. Oui, carrément. Des gens à travers tout ce que je fais. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je me suis mise aussi à masser. Parce que je veux aussi avoir un impact de l'extérieur vers l'intérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Et à la plus grande échelle après, tu vois, mais ça me touche beaucoup. C'est clair que tout ce que tu projettes sur quelqu'un aura un impact sur son intérieur, son extérieur. Du coup, chaque forme, chaque lumière, chaque couleur, la température, l'air et tout, ça a un impact sur tout, sur la vision que tu as sur le monde, si tu vois clair et tout. Et je veux dire, l'environnement, ça a un impact de dingo. On s'en rend pas compte et tout, mais et puis après moi je sais pas, peut-être que je suis un peu hypersensible, après je suis un peu hyperactif et tout, je fais 50 trucs et tout, mais et c'est ce qui c'est cette sensibilité là qui me fait que du coup j'ai envie de faire des dessins et j'ai envie de purifier les choses pour que ça soit plus clair en fait quand tu regardes les choses, et du coup que tu sois plus dans j'ai envie de clarifier en fait les choses. J'ai l'impression qu'il y a trop de bordel en fait. Et du coup pour qu'on soit plus sinon en fait mon cerveau il va pas assez vite, faut que je me pose 2 secondes, que je fasse ce truc là il est plus simple, il est plus intemporel, du coup il est ancré dans l'univers au lieu de l'ancrer dans une génération. Du coup cette atmosphère là tu peux avoir un impact forcément dans la vision de quelqu'un. Du coup voilà.
Et la clarification dans ce que tu fais, ça, j'imagine que ça t'apporte aussi toi de la clarté à l'intérieur de toi. Ouais, en fait. Ça m'apporte de la clarté. Et puis, je suis fier de créer un truc que je sais qu'il va pas bouger. Ouais. Si je bâtissais genre un truc et je vois les gens quand ils voient mes dessins, que je leur parle de ce que j'ai fait dans mon mémoire et que pourquoi je faisais ces dessins là, ils se disent, je me souviens la dernière fois j'avais expliqué à une dame, à une fille, elle m'avait dit c'est marrant parce que je lui dis par exemple la cuisine, vous voyez la cuisine, genre on a dit la cuisine il y a les plaques, il y a le machin, il y a le truc, il y a le robinet et tout, mais en fait la cuisine c'est juste de l'eau et du feu en gros. Et du coup tu peux voir autre chose. Et le premier truc qu'on nous a dit quand on arrive en architecture, on nous a dit tout ce que vous connaissez vous l'oubliez. Ah ouais, pour tout inverser, prendre à l'envers. Pour dire mais en fait ça n'importe changer quoi. Les perceptions. Genre en fait faut enlever toute l'éducation pour réapprendre. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec mon mémoire, c'est que on m'a appris du coup tout ce qu'on avait fait en architecture, et quand j'ai enlevé le programme, en fait la fonction de l'architecture, j'ai dû tout réapprendre parce que du coup j'avais un autre truc, tu vois. Et du coup c'était cool. Enfin c'était vraiment je suis vraiment content d'avoir fait ce truc, quoi. C'est une chose que tu fais de manière naturelle dans ta vie, de déconstruire, en fait. Je sais pas, on peut parler du couple, on peut parler du lien, genre je sais pas, on est en couple, après on doit avoir des enfants, on peut parler on vient de tel milieu, alors il y a ça. Est-ce que c'est des choses que tu fais, de briser, en fait, casser ces programmes pour te réapproprier finalement ton propre programme et créer la vie que tu désires, en tout cas? Moi, en vrai, grave, je fais ça de fou. Après, à mon échelle, forcément. Et puis, j'apprends encore à le faire. Forcément, je suis encore forcément hyper construit comme tout le monde, quoi. Ouais, bien sûr. Mais j'essaie de Enfin, après, moi, j'ai beaucoup vu que j'avais une grande sœur qui m'a appris à être libre et tout, parce qu'elle faisait ces trucs. Mon frère, il m'a appris à être fort et à être libre. Et genre, ils ont tous les deux genre des puissances d'amour incroyables. Franchement, ils sont dingos. Et du coup, j'ai une relation avec les hommes et les femmes un peu égale dans ma famille. Ma sœur, c'est quelqu'un de très fort. Mon frère, c'était quelqu'un de très fort. Mes parents, pareil et tout. Donc, il y avait jamais eu de hiérarchie là-dedans. Et du coup, j'ai toujours eu autant de copains filles que copains garçons. Et j'étais un peu, même, tu vois, dans mon village, il y avait vraiment des groupes de filles et des groupes de garçons. J'étais un peu lié entre tout le monde, tu vois. Même si on était aussi tous ensemble quand même, tu vois. Mais il y avait ce truc, et genre, je me rends compte que là, dans notre génération, enfin, en tout cas à Paris, parce que c'est quand même un milieu, genre, c'est un peu comme dans une bulle. À part, où genre, tu sens que les genres, ils se mélangent vraiment beaucoup, tu vois, et que maintenant, tous les garçons ont autant de copains que de filles, que de copines, etc. Enfin, pas tout le monde, mais dans mon cercle, en tout cas, oui. Mais c'est plus que ça, c'est plus une question de sincérité, en fait. Tu vois, c'est plus une question d'être sincère avec soi-même. Et du coup, de toute façon, tu déconstruiras parce que t'es sincère avec toi et t'es pas sincère avec ce qu'on t'a dit de faire. Donc forcément, tu déconstruis tout. Tu déconstruis tout, même genre le fait de toujours dans le fait de vouloir aller plus loin et d'évoluer, parce que voilà, on est tous fabriqués pour évoluer, etc. Mais après, moi, je suis très dur avec moi-même. Je me refuse de faire des trucs qui me saoulent, quoi. Mais du coup, vu que j'ai ce truc-là et que je me dis, il faut que je fasse ce que je veux, je suis hyper dur dans le sens où il faut que je sois irréprochable dans tout. Irréprochable. Ah ouais. Tu vois, il est fort le terme. Mais sans. Alors que bien sûr, irréprochable en étant reprochable. Tu vois, être reprochable aux yeux de l'extérieur. Irréprochable peut-être par rapport à toi, ou en tout cas, comme tu parlais de sincérité. En fait, je vais être irréprochable dans la sincérité pour pouvoir, pour pas être dans le mensonge à un moment donné, parce que je sais que ça va me tuer, moi, si je sens que j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie, j'aurais l'impression d'avoir raté un truc, quoi. Tu vois. Je comprends. Genre d'être passé à côté j'ai pas envie d'être une fourmi dans une fourmilière, quoi. J'ai envie d'être moi et qu'il y ait les autres aussi, mais du coup, voilà. Tu sais, ce qui est trop intéressant, c'est la numérologie. Parce que en off, tout à l'heure, je t'ai demandé ta date de naissance. Et en fait, il y a énormément de 3 dans ta date de naissance, tu vois. Tu commences par du 3, ton mois de naissance, ça tombe sur du 3, décembre, c'est du 3, 1 plus 2, 3. Ensuite, on arrive sur un engagement, parce qu'on a une forme de 6, et puis t'es en année de naissance 2, donc il y a une sensibilité et beaucoup d'émotions, avec un chemin de vie 8. Le 3, dans ta vie, il a quelle place? Pour toi, ça représente quoi le 3? Déjà, on est 3 dans ma famille, genre avec mon frère et ma sœur. Et je divise tout en 3 dans l'architecture. C'est bizarre, parce que tout à l'heure on parlait de ça, je me dis c'est marrant, mais après voilà, et 3, je fais tout, j'achète tout c'est pas que j'achète tout en 3, mais je trouve que j'achète 3 slips, 3 t-shirts. Je sais pas, il y a une sorte d'équilibre
dans le 3. Voilà, quoi. C'est la divine trinité aussi, tu vois. Ouais, voilà. Mais non, mais je trouve qu'il y a c'est très divin, le 3, je sens c'est stable, le 3. Ouais, le socle, le tabouret, le triangle, tu vois. Ouais, non, mais c'est très, je sais pas, c'est très stable, le 3. 2, c'est, c'est pas stable, quoi. Même le 3, genre le triangle en architecture, tu vois, c'est de la stabilité, quoi. Ouais, 2, ça peut même être la fusion. Tu vois, ce dont on parle depuis le début, c'est je veux pas aimer parce que je viens combler quelque chose, et le 2, on pense souvent à l'association et la fusion. Du coup, si c'est mal fait, entre guillemets, si c'est pas fait de manière équilibrée, c'est de la fusion. Le 4, c'est carré aussi. Tu vois, le 4, il y a une forme de stabilité, d'ancrage, etc. Mais le 3, c'est rigolo parce que c'est vraiment c'est comme ça que tu débutes toi ta spirale en numérologie, et le 3, c'est le chiffre de l'expression. Tu parlais de médiateur tout à l'heure, créateur de liens entre les groupes. La médiation totale, c'est la spontanéité, c'est l'enfant, c'est la créativité, c'est le fait, c'est le théâtre. On n'en a pas parlé, mais je sais que tu fais du théâtre aussi. Oui, je fais du théâtre aussi. C'est vraiment, c'est ça le 3, tu vois. Et je trouve que tu l'exprimes extrêmement bien, mais avec un chemin de vie 8 qui te donne le reach, en fait, de toucher grand. En fait, le 8, c'est l'abondance, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Et on parlait d'infini aussi, mais bien sûr, c'est aussi l'infini, mais il y a vraiment cette notion de puissance. Et c'est comme si tu venais, à travers ta créativité, ta spontanéité et ce côté intemporel d'enfant, je suis sûre, on se revoit quand t'as 80 ans, je te jure, je pense que t'es encore un enfant et j'adore, tu vois. C'est sûr, même. Ce truc-là. Ma mère, une fois, elle m'a dit, je pensais que quand t'étais petit, je me disais, ça va lui passer, et puis t'es resté comme ça, toi. Ça va lui passer, j'adore. C'est bien parce que comme ça laisse tes parents dans une jeunesse éternelle. Peut-être, peut-être de manière inconsciente, c'est fou de faire ça. D'ailleurs, c'est intéressant ce que t'as parlé tout à l'heure aussi des grands-parents et tout. Et, est-ce que tu crois que ça peut avoir un lien avec le fait de inconscient à la base? Si je reste enfant, mes parents vieillissent pas, donc ils meurent pas. Ouais, je suis sûr même. Là, tu me le dis, mais j'en suis sûr. J'y pense pas trop. Je veux pas trop y penser à ça. Mais c'est marrant, ça. Je suis sûr que quand je vois que je grandis à des moments, je me dis, oh non, ça veut dire que mes parents, ils ont passé un step aussi. Tu vois ce que je veux dire? Si moi je suis grand, tant que je suis enfant, ils sont juste des parents. C'est marrant ce truc. C'est marrant que tu dis ça, Même parce que là, mon frère et ma soeur, ils ont des enfants. Mais moi, mes parents, c'est pas des grands-parents, c'est juste des parents. Tu vois ce que je veux dire? Et non, mais il y a complètement ça peut-être. Puis en fait, il y avait peut-être aussi que j'ai tellement une belle enfance où j'étais très stable, où j'étais très, où j'étais plein de joie et tout. J'ai pas envie que ça bouge, quoi. Peut-être aussi. C'est peut-être une peur, tu vois. Mais je pense pas non plus que j'ai peur parce que j'arrive à me construire moi-même et tout, mais attends, moi j'ai fait quand même, je suis quand même quelqu'un de spécial. J'ai fait dans le sens où j'ai été à l'école, genre je sors de l'école, j'ai 30 ans. Et j'ai fait que des trucs, tu vois, complètement tarés. J'ai fait de l'archi, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des beaux-arts, j'ai fait du machin. Mais tu sais, Rémi, que je te soupçonne déjà d'avoir une intelligence hors norme. Ça, c'est sûr, je te soupçonne pas, j'en suis sûre. Mais je te soupçonne d'avoir fait exprès de redoubler pour rester dans le système scolaire. Pour rester un enfant. Peut-être, mais je pense pas, non. Mais j'ai redoublé beaucoup de fois. J'ai redoublé 2 fois au lycée, 2 fois en archi. Mais c'est marrant ce truc de redoublement. J'aimerais bien en parler un peu parce que c'est un truc genre parce que j'aurais travaillé, j'aurais eu quoi. C'est pas une question de ça. Bien sûr. Mais l'architecture, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment un truc et je vois tous les gens qui ont fait de l'archi avec moi, ça a vraiment un truc qui a changé nos vies. Vraiment, ça a vraiment changé nos vies. Parce qu'il y a une rigueur de dingue. Faut travailler comme des fous. On dormait pas. Vraiment, c'était. Puis on était tout le temps ensemble. C'était vraiment un truc. C'est vraiment une épreuve de vie de dingo. Et là, j'ai une copine à moi qui m'a dit, à la fin, elle me dit, moi, si mes enfants ils veulent faire archi, je leur dirais non. Alors qu'elle était archi, quoi. Elle a archi. Et je lui dis, mais non, mais en vrai, ça nous a formaté de ouf. Et on est sorti de ces études-là. On s'est dit, maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut, on y arrivera. Vraiment un truc de ouf, quoi. Et parce que vraiment, c'était vraiment. C'était l'armée, quoi, le truc. C'était pas l'armée, mais émotionnellement et au niveau du travail et tout. Et je sais même plus pourquoi je voulais dire ça. Et on parle du redoublement et l'archi. Moi, j'ai fait S et tout, mais j'ai un peu. Je m'en foutais. Moi, je voulais rire et tout. J'étais vraiment dans un truc que je voulais me marrer et tout, et sans faire des grosses conneries et tout, mais vraiment genre un peu. Le pitre, quoi, de base. Pas méchant, mais genre il rigolait tout le temps, quoi. Et quand on est arrivé en archi, du coup, quand je suis arrivé à l'école d'archi. Je suis arrivé à l'école d'archi parce que j'ai pas été en Belgique, parce que j'ai pas été pris dans mes études dans les écoles en France, parce que j'avais pas un assez bon dossier. D'accord. Mais en Belgique, il y a
à l'école où j'étais, qui est Saint-Luc, c'est l'UCL Louvain en gros, mais c'était à Tournai. En gros, ils prenaient tout le monde, et après il y avait un peu des écrémages le long des années parce qu'en fait il y a des gens qui se barraient. Ouais. Ils pouvaient pas tenir le rythme, en fait ça leur plaisait pas, ou etc. Et tu sentais qu'en vrai c'était pas une question de mecs qui étaient bons à l'école, c'était une question de mecs qui étaient intelligents entre guillemets, mais qui avaient cette intelligence là quoi. Ouais. Il y avait vraiment un truc où il y avait vraiment une personnalité de gens dans ce truc là. Ouais. Et on s'est vraiment, et je me souviens qu'on la première ou la deuxième année on s'est tous dit c'est marrant, on se ressemble tous dans nos parcours de vie quoi. Et il y avait pas de mecs qui avaient des 18 de moyenne au bac. Enfin, il y en avait quelques-uns, mais il y avait surtout des. Il y avait des parcours accidentés d'une certaine manière, enfin pas linéaires. Ouais, voilà, c'est tout ça. Tracé, quoi. Et juste plus sur l'expérience, quoi. Ouais. Et du coup, j'avais pour les études, parce que maintenant là, je parle beaucoup d'études avec mes amis, des gens qui veulent refaire des choses et tout. Et les gens qui disent ah bah moi j'étais pas fait pour les études, mais je dis mais personne n'est fait pour les études. Personne n'est fait pour les études. C'est juste tu vas faire les études. C'est pas enfin comment dire, on n'est pas les études, c'est pas t'es fait pour les études ou t'es pas fait pour les études, c'est genre tu vas apprendre des trucs et c'est tout. Il y a pas de les gens qui disent allez les études c'est pas fait pour moi, mais c'est pas vrai. Tout le monde peut faire des études, c'est pas une question de c'est une question que il va falloir que tu travailles et c'est tout quoi. Et il y a pas de bah, sinon moi j'aurais dit je suis pas fait pour les études alors que j'étais carrément fait pour les études. Enfin, en tout cas pour celle-là quoi. Ouais, en tout cas c'est enfin peut-être aussi c'est la façon comment dire le système scolaire ou la façon d'apprendre à l'école qui correspond pas forcément à tous les cerveaux, à toutes les façons d'être, tu vois. Ouais, ça je suis d'accord avec ça qu'on n'est pas tous fabriqués pour ça, mais je pense c'est bien de se confronter à ce truc-là quand même. Ouais. Parce que je me suis dit toi le lycée ça saoule en vrai. Toi t'es un peu là, j'en ai marre et tout machin, mais en fait c'est bien de se confronter à cette rigueur. Et en fait cette rigueur là, même si ça nous saoule et que des fois on est peut-être un peu plus loin que les autres de cette rigueur-là, on essaie bien de se confronter à ce truc-là parce que j'aime bien le fait d'avoir notre personnalité à nous et notre truc à nous, mais aussi pour avoir notre personnalité à nous, il faut qu'on puisse jouer dans la même cour des gens, de dire mais par contre j'ai la même rigueur qu'on nous a tous appris et si j'ai envie je peux aussi passer par là et du coup quand j'ai cette rigueur-là, je peux aller plus tranquillement dans mon univers à moi. Parce qu'il faut pas perdre le côté qu'on vit avec les autres et qu'on doit on va avoir cette rigueur à un moment donné pour pouvoir être libre. Sinon, on est juste à côté, tu vois. Je veux bien qu'on soit à côté, mais il faut aussi avoir les cartes pour pouvoir jouer dans le vrai monde, quoi. Sinon, tu peux pas, sinon quand t'es à côté, t'as juste l'impression d'être perdu. Ouais, c'est vrai. Et du coup, de pouvoir se ramener tranquillement, et ben, t'as plus confiance en toi. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression, Rémi, que tu viens de donner au fur et à mesure de cette conversation les trois, comme par hasard, les trois entités de ton socle. Le premier, c'est l'amour de ta famille d'une manière générale. Le deuxième, c'est les mathématiques. Et le troisième, c'est la rigueur. Ouais. Et j'ai l'impression que tu es la résultante de ce triangle avec ces trois composantes-là et qu'avec ce triangle-là, peu importe que tu crées un futur théâtre ou un logement ou que tu dessines ou que tu sois juste prof en fait, que tu transmettes, peu importe. C'est comme si c'était trois éléments intemporels qui étaient ta recette à toi, bien sûr avec du kiff, du rire, mais le rire je le mets au milieu. Tu sais, je le mets comme le lien, l'enfant intérieur, la joie, etc. Je vois ça résonne, ça. Qu'est-ce que ça? Ouais, c'est clair, j'avais pas pensé, mais ouais, carrément en vrai. Si je devais, c'est les trois trucs, c'est bien ça, ouais. Ok. Puis on met le rire et la joie au milieu, vraiment. Et puis l'art, c'est juste un prétexte pour faire des choses, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je pense que tu pourrais le transposer à plein d'autres domaines. Cette recette-là, pour toi, c'est pour ça que je fais aussi du théâtre parce que j'ai envie de m'amuser. Bah oui. En fait, je me dis, après, j'aurais pu faire n'importe quelle étude. Enfin, tu vois, si j'avais envie, j'aurais fait ça. Mais c'est juste que moi, j'ai envie de me marrer, quoi. J'ai plus envie de faire des trucs qui m'amusent. Et je me dis, si j'arrive à faire des trucs qui m'amusent et en plus avoir de l'argent dessus, c'est cool. C'est clair. Mais j'aurais pu complètement être investi d'une mission politique de fou ou j'en sais rien, mais j'ai pas eu ça parce que peut-être aussi je venais d'une famille où on s'en foutait un peu et que voilà, on avait envie de s'amuser, d'aimer les gens autour de nous et après j'ai aussi le truc sur la beauté, tu vois, c'est pour ça aussi l'esthétisme et l'art et tout, tu vois. Donc voilà. Magnifique. Mais c'est vrai que ces trois socles ils sont pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais partager de manière hyper spontanée? C'est la libre antenne. S'il y a un truc que t'as envie de partager, même si ça a aucun rapport avec cette conversation. Aucune idée. Je sais pas si j'aimerais dire un truc. Je sais pas ce que j'aurais dire. Je peux réfléchir un peu. Ouais, vas-y, réfléchis. Après, il peut ne rien avoir. Ouais, tu vois, je sais pas quoi dire. Ouais. Peut-être que je suis nul en tout, faut le savoir.
Tu vois, je veux dire, je me trompe tout le temps. Je redouble, je me trompe. Et en fait, les échecs, c'est ce qui m'a construit plus que les trucs, tu vois. En même temps, je suis fort. J'ai quand même des qualités sur ces trucs, je sais. Et juste se dire la vérité, de se dire la vérité sur ses qualités, se dire la vérité sur ses défauts, et pas ce mytho. Tu vois, et pas se dire ah non je suis modeste, je vais pas dire ça. Non mais si mec, si t'es fort en ça, t'es fort en ça. Exactement. Genre si t'es nul en ça, t'es nul en ça. Ouais. Ou si t'es moyen en ça, et puis ça va bouger, et c'est pas vrai de se dire que les choses elles sont ancrées, et peut-être que je fais ça aujourd'hui, peut-être que je ferai autre chose demain, et peut-être que demain je serai en dépression, et peut-être que tu vois ce que je veux dire, et peut-être que j'ai vécu une dépression que j'ai pas sentie, ou peut-être que je suis dans un bonheur absolu que je me rends pas compte. Et juste un truc plus genre comment dire, de se dire que on est tous pareils. Il y a pas un mec qui est meilleur que l'autre, mais que en fait c'est juste il y a un mec, il a décidé de faire plus que l'autre à un moment, où et peut-être qu'à un autre moment il aura autre chose. Et parce que on entend des podcasts où on se dit ah putain, le mec il a une vie, il fait des trucs de ouf et tout. Clair. Alors qu'en vrai le t'as mec l'impression d'être une sous-merde du coup. Ouais c'est clair. Alors que le mec il est chez lui, en fait il se fait chier, il regarde Insta comme tout le monde, et il bouffe de la merde alors qu'il a envie de faire du sport toute la journée, alors qu'en fait il arrive pas. Genre là j'ai envie de faire du sport, non, j'arrive pas, et je suis là-dedans, et puis dès que je travaille je me dis je bouffe, et tu sais genre pareil, je bouffe émotionnellement, tu vois. Et puis en plus moi j'aime trop la naturopathie, donc tu sais je regarde trop les genre comment bien manger et tout en ce moment. Putain, ce truc d'intemporalité. Et puis tu manges après un Kinder Bueno. Ouais, je mange un Kinder Bueno, je fais n'importe quoi, tu sais, je m'en fous. Tu sais, il y a des phases où je suis là, non maintenant je vais faire du sport, je vais devenir une star, nanana. Tu vois, genre après je suis là, non en fait j'arrive pas et tout, ça me saoule. Je dis non mais demain j'arriverai. Non mais juste te dire qu'il faut pas se prendre au sérieux, parce que personne n'est sérieux quoi. Non mais c'est clair. C'est ça en fait ce que je voulais plus dire quoi. Tout le monde est naze, et tout le monde est fort en même temps. Ouais. Et tous les mecs qu'on voit, les autorités, les machins, les mecs ils sont comme vous quoi. Enfin je veux dire, tout le monde est pareil. Et du coup faire un peu attention à ça quoi. Ouais. Et du coup voilà. Merci d'avoir rajouté ça. Et la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est comment tu te sens, comment c'est à l'intérieur de toi après cette heure qu'on a passée ensemble? Je vois plus clair sur moi déjà. Non mais c'est vrai, parce que tu vois, bah oui en vrai, oui, parce que tu vois j'en parle. J'ai cru que tu me mytho là. Non, je vois plus clair sur moi en vrai, mais genre parce que en fait je réfléchis pas sur moi forcément, tu vois. Donc là j'ai réfléchi à ce que j'allais dire. J'espère que c'était pas très long, mais Et donc comment tu te sens? Bah je me sens bien. Ouais, c'est cool. Là j'ai envie d'aller dessiner, c'est cool quoi. Mais je me sens bien, tu vois, je me sens plus au clair sur moi-même, et du coup de faire comme une petite psychanalyse qu'on a fait, tu vois. Je suis jamais allé chez le psy, mais je me disais c'est marrant, comme tu vois, quand je fais mes dessins, des fois je fais des trucs, je mets le parallèle avec ce que je fabrique, parce que forcément ça comme fabriquer son cerveau quoi, tu vois. Des fois je fais des œuvres et je me dis ah celle-là avec celle-là, et du coup je fais une série, tu vois. Et du coup bah après je peux tout encoder, donc tout organiser. Et du coup je me dis bon bah maintenant vu que tout est organisé, je suis plus clair, et du coup je peux avancer plus vite. Et ben là j'ai eu l'impression de ça, d'organiser un peu mes pensées, mes sensations et mon vécu, pour pouvoir avancer et aller un peu plus loin. Comme une psychanalyse que moi je fais pas, du coup j'y vais pas, mais du coup ça serait peut-être ça, une psychanalyse. Enfin j'ai ça dans la tête quand on va chez le psy quoi. C'est un cadeau que tu me fais là. Du coup j'ai juste une dernière encore question. Tu vois, je dis dernière, j'en rajoute deux, tu sais. C'est avec ta vision des choses et les podcasts, t'as pu entendre les premiers invités, et je pense que tu vois où je veux aller. Ouais. Tu mettrais c'est quoi comme image qui te vient, ou comme forme, ou comme couleur, ou comme je sais pas. Tu verrais quoi? Ah, je peux dire ce que je veux là. Ah oui, là tu peux dire ce que tu veux. Ah non, moi je veux juste dire un truc que j'avais oublié de dire. Je suis désolé, je vais le dire ce truc-là, parce que quand tu m'as dit que tu faisais un podcast au cœur des hommes, je me suis dit est-ce que, vu que je savais pas trop au début avant d'écouter les podcasts, je me disais est-ce que ça va être un truc pour le féminisme, pour que parler que les hommes ils souffrent autant de l'antiféminisme que les femmes, tu vois. Et j'avais juste envie de dire que au même titre que les autres, parce qu'en fait on n'a pas du tout parlé de ça, mais au même titre que les hommes ils souffrent autant que les femmes sur ce truc-là quoi. Et même s'ils s'en rendent pas compte, et je pense que la dernière fois je réfléchissais avec une copine, on parlait de ça, et on se disait ça n'a rien à voir, hein, mais je parle quand même. Vas-y, ouais. Que les femmes des fois elles souffrent de ce truc de manque de parler avec les hommes, parce qu'elles ont conscience de ce truc-là, de l'amour, et des fois les hommes peut-être qu'ils en souffrent pas parce que c'est tellement anesthésié. Mais c'est pas pire, mais c'est c'est différent, tu vois. C'est une autre souffrance, et c'est une autre souffrance qui fait que tu dis tiens c'est fou. Moi je l'ai pas ce truc là. Je sais que du coup j'ai grandi en ayant pas ce truc là, même quand des fois on dit à une fille qu'est-ce que tu dirais aux hommes et tout, et puis tu sais la fille dit un truc, et moi je me sens pas du tout concerné, tu vois ce que je veux dire. Je suis là mais moi je suis pas du tout, enfin, et puis je me dis ah mais oui mais moi aussi en fait je suis un mec, donc tu vois, c'est peut-être pour moi aussi. C'est pour moi aussi, mais en fait non, tu vois. Mais c'est juste se dire que les hommes ils ont vraiment besoin de ce truc quoi.
genre d'avancer là-dessus, parce que ça réglera tous les trucs, et les femmes, faut qu'ils comprennent les hommes et les hommes comprennent les femmes. Et c'est pas juste un chemin, c'est vraiment mais les femmes ont un truc en plus, ils ont ouvert une boîte de souffrance que les hommes ont laissé fermer, je pense, tu vois. Enfin voilà, c'était juste pour dire ça. Ouais. C'est hyper juste. Moi, du coup, est-ce que tu me dis ce que tu vois que ça pourrait être en forme artistique ou quoi? Comme forme artistique, je vois ta veste bleue. Peut-être que je ferai un dessin bleu tout à l'heure. En plus, je travaille sur les patines en ce moment, donc là, je vois qu'il y a un peu délavé. Peut-être que je ferai là-dessus. Tu me le dédicaces alors. Ouais, exactement, carrément. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Rémi. Merci pour ton temps et ton énergie. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.